On vous retrouve donc Fiagan Sylvain Vijirakou et Komi Mayaba pour la suite. Vous avez accepté de laisser le sujet portant sur le Mali pour parler de votre pays, le Togo. Notre préoccupation majeure dans cette phase de reprise de l'activité concerne la dynamique haussière du niveau général des prix. En effet, pour la première fois depuis 10 ans, le taux d'inflation moyen a atteint un niveau exceptionnel de 4,1% au terme des 9 premiers mois de l'année 2021, déclarait donc le ministre de l'économie et des finances de votre pays, Sani Yaya. Et Fiaga Vijirakou, lorsque ces propos viennent du ministre, cela veut dire que le gouvernement a senti véritablement que quelque chose cloche. Alors, à ce niveau, d'abord, permettez-moi de rappeler que nous, à la Nouvelle Vision, c'est vrai que des fois, nous ne le disons pas, mais lorsqu'il y a ce genre de situation, cette déclaration, nous nous réunissons souvent, nous faisons ce que nous appelons des réunions de crise rapidement par rapport à ce sujet. Et nous sommes également réunis là-dessus. Et on a tiré au moins 2 conclusions. Je salue au passage un jeune frère avec qui j'ai longuement échangé encore sur ce sujet aujourd'hui, qui fait son anniversaire aujourd'hui. Il s'appelle Gilbert et nous l'appelons affectueusement Mao Takashino. Il est en France. J'espère qu'il vit mieux que ce que nous vivons ici aujourd'hui avec cette crise-là. Oui, donc je disais qu'on s'est réunis à notre niveau et on a tiré 2 conclusions. La première, c'est qu'il s'agit d'une réaction plus ou moins tardive du ministre. Vous savez, cette inflation dont nous parlons, déjà en décembre 2020, le taux d'inflation, le taux d'inflation on appelle ça le glissement mensuel, c'est-à-dire le taux d'inflation mensuel en décembre, c'était de 3,6%. Ce qui veut dire déjà que c'était alarmant, parce que c'était déjà très monté. Ensuite, en mai 2021, donc cette année, le taux d'inflation en glissement mensuel, c'était de 3,8%, ce qui était déjà le taux le plus élevé des 8 dernières années en glissement mensuel. C'était déjà alarmant. Et en juin qui a suivi, ce taux en glissement mensuel a atteint 6,2%, le plus élevé de toute la sous-région sur les 8 dernières années. Alors, il ne fallait pas attendre encore jusqu'en décembre, 6 mois après, pour venir nous dire que le taux d'inflation a atteint un niveau exceptionnel en septembre, puisqu'on nous a parlé des 9 premiers mois. Et là, maintenant, c'est en glissement annuel, quand on nous parle de 3,1%. Vous savez, c'est là où on trouve que c'est tard de la part du ministre. Le ministre aurait pu réagir déjà depuis décembre 2020. C'est le ministre de l'économie. Et nous les félicitons, c'est vrai que depuis un moment, Sani Yaya nous a habitués avec la publication de chiffres. C'est bien, avec les chiffres que nous avons, au moins ça nous permet maintenant à chacun des Togolais au moins de voir à peu près comment l'économie togolaise évolue. Donc on les félicite, on s'en réjouit, mais il faut qu'il soit capable de réagir promptement, puisque lui là, les chiffres là, il les a un peu plus tôt par rapport à nous autres qui ne les avons que plus tard. Donc lui déjà en décembre, il pouvait savoir qu'il fallait agir. Maintenant quand il a promis de réagir, c'est le second aspect de notre conclusion. C'est que le ministre, il dit qu'ils feront des actions, ils sont déjà en train de mener des actions pour pouvoir changer la situation, renverser la courbe. Sauf qu'il y a un problème. L'inflation, je vais expliquer un peu la chose. Qu'est-ce qu'on appelle inflation? Inflation, oui. L'inflation, c'est vrai que ça semble être parfois une augmentation des prix des produits sur le marché, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas la même chose. C'est vrai que c'est une augmentation. Les gens pensent que c'est une augmentation du coût de la vie. Non, l'augmentation du coût de la vie aussi est là. Mais l'inflation, c'est d'abord c'est la chute du pouvoir d'achat de l'argent. De l'argent même, de notre monnaie, c'est d'abord ça. Donc c'est la chute d'abord du pouvoir d'achat de l'argent. C'est-à-dire que si vous achetiez un produit à 100 francs il y a quelques mois, aujourd'hui vous pouvez acheter le même produit, je dis n'importe quoi, vous pouvez acheter le même produit à 500, pas parce que le produit là se fait de plus en plus rare, mais tout simplement parce que les 100 francs ne suffisent plus pour acheter ce même produit. Alors que l'augmentation du coût de la vie, c'est que vous achetiez un produit à 100 francs il y a quelques mois, mais aujourd'hui vous l'achetez à 300, tout simplement parce que ce produit devient de plus en plus rare. Voilà la nuance. Et donc là maintenant, quand le ministre dit qu'il travaille à revoir, pour pouvoir agir là-dessus, comme il le disait, est-ce qu'ils vont descendre sur les marchés pour dire à la vendeuse de tomates, non, tu ne peux plus vendre à 200, tu dois vendre à 50 francs. D'abord, pour pouvoir le faire, il faut aller au village pour voir là où la dame aussi prend ses tomates. Et voir si le cultivateur qui lui livre les tomates, lui, il va vouloir descendre chez là. Donc, si l'inflation est que, d'abord, il y a la chute du pouvoir d'achat de l'argent même,
et ensuite l'augmentation du coût de la vie, c'est les deux situations que nous vivons actuellement dans ce pays. Si telle est la situation, puisque le ministre même parle d'un taux exceptionnel de 4,1%, alors il faut savoir qu'il va falloir faire beaucoup plus que aller descendre sur les marchés pour essayer de réguler les prix. Et nous savons que cette régulation-là ne sera ce n'est que du vent, parce qu'il faudra aller même dans les villages, dans les fermes, pour commencer à réguler là, ce qui est extrêmement compliqué, voire impossible. Vous avez constaté, comme Imayaba, également l'inflation. Qu'est-ce qui peut justifier cela, votre développement? Non, en fait, ça s'explique. Ça s'explique depuis pratiquement 2 ans, je crois 2 ans que nous vivons. C'est vrai que d'aucuns me diront que nous allons trouver comme argumentaire la pandémie. Mais vous savez, la pandémie aussi a fait que l'inflation par rapport à beaucoup de pays a augmenté. Ce n'est pas seulement au Togo. Ça, il faut pas quand même manquer de le dire. Même souligné, justement, c'est au niveau de toute la sous-région. Donc, ça veut dire que l'économie mondiale même est affectée. Quand c'est comme ça, comme le ministre l'a dit, il a quand même communiqué sur une situation. C'est-à-dire que le taux d'inflation aujourd'hui est alarmant. Ça, tout le monde le connaît. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une atténuation de ce taux? Parce qu'aujourd'hui, ce qui est important, qu'est-ce qui explique? Vous avez posé la question, qu'est-ce qui explique cette inflation? Le taux d'inflation est élevé. Qu'est-ce qui explique cela? D'abord, je le disais, je donnais comme premier argument, c'est la pandémie, qui est un argument mondial, que tout le monde connaît. Mais au niveau endogène, au niveau intérieur, il faut commencer à mener des actions. Il faut commencer à mener des actions parce que quand, entre-temps, vous avez vu que le prix même, comment l'appelle-t-on, le taux, enfin, le prix du péage, on a augmenté le taux du péage. Il y avait aussi le carburant, entre-temps, qui a eu à la pompe, qui a vu la hausse. Il y a aussi, entre-temps, c'est ça qui a fait flamber les prix des produits de première nécessité, les céréales et tout ce que nous consommons. Maintenant, ce qui a un peu joué défavorablement au niveau de l'État, c'est que l'État, à un moment donné, avec ces augmentations, n'a pas pu maintenir, c'est-à-dire que n'a pas pu avoir le contrôle, puisque c'est l'État seul qui fait le contrôle des prix des produits sur le marché. Parce qu'aujourd'hui, si vous laissez libre cours à n'importe quel opérateur ou n'importe quel revendeur, parce qu'il y a tel augmenté, parce que le commerçant ne cherche que l'intérêt, il ne peut jamais perdre. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Vous tenez, comme il a expliqué, vous tenez 1000 francs tout à l'heure, vous rendez au marché, on peut avoir le produit, mais tu ne pourras pas acheter parce que c'est cher. Alors, qu'est-ce qui explique cela? C'est parce qu'à un moment donné, la pandémie a fait que les choses ont tellement, sur le plan mondial même, a fait tout ce que nous recevons. Parce que quand on va dire que le prix du baril a augmenté et que peut-être que c'est l'État qui fait la subvention jusqu'à un niveau, l'État est étouffé et tout, mais c'est la responsabilité première de l'État. L'État devait à un moment donné, puisque avec des programmes qu'ils avaient mis en place, quand vous prenez comment ils appellent le programme Non-Vici, qu'ils avaient peut-être soutenu, ils avaient pris cette initiative pour soutenir les couches les plus vulnérables par rapport à cette pandémie. Ça a quand même, quoi qu'on dise, c'est vrai que ça ne touchait pas toutes les couches, mais ça a quand même fait... Ça a poussé au moins, c'est-à-dire que ça donnait un peu d'élan à certaines familles ou certaines couches. Mais aujourd'hui, nous disons qu'à un moment donné, on n'a pas fini avec la pandémie et on rompt avec le système. Au même moment, on fait augmenter les prix. Cela vous dit qu'il y a des disparités. Il y a déjà ces disparités qui ont fait qu'aujourd'hui, l'État n'arrive plus à contrôler justement les prix sur le marché. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la grande question. L'État a commencé à penser à des stratégies pour ramener ce taux-là à un niveau plus bas. Maintenant, la stratégie, nous allons essayer de voir qu'est-ce qu'ils vont proposer. Moi, comme il a dit, moi, je suis sûr que l'État, si il veut, il peut. Parce que quand on dit qu'on ne descendra pas dans le fin fond de Tcharpanga, quelque part là-bas, pour dire à la bonne dame, ne vend pas ceci. Non, je ne pense pas que c'est la solution qu'ils sont en train d'envisager. Aujourd'hui, c'est que... Non, je l'espère. Oui, je ne pense pas que ça peut être une situation de ce genre. Maintenant, les stratégies utilisées, c'est dans le secret du gouvernement, mais je me dis aujourd'hui que pour le faire, il faut harmoniser les prix sur le marché. C'est ce qui peut véritablement
amener le taux d'inflation en deçà. La stratégie, elle est importante. C'est ce qu'on attend pour pouvoir apporter des solutions. Oui, Sylvain Viziracourt, on peut peut-être avoir des discours politiques, mais l'inflation la touche toute la sous-région. Oui. Il faut effectivement le préciser. Vous pensez que le gouvernement va faire quelque chose? Parce que d'ailleurs, il a un regard attentif sur ce qui se passe actuellement. Oui, le gouvernement doit agir. Je vais revenir un peu sur les causes. Il y a d'abord, vous savez, le monde a connu les 15 dernières années une grande crise. C'était la chute des prix du pétrole, ou la chute du prix des produits pétroliers, tout simplement, disons-le ainsi. Et cette chute-là a fait que beaucoup d'économies sont effondrées. L'économie du Gabon, la Côte d'Ivoire, les pays dont l'essentiel des ressources est basé sur la vente du pétrole ont connu de graves crises, même jusqu'au Ghana. Et nous aussi, on en a connu parce que à cause de ces chutes-là, les prix ont beaucoup augmenté. Alors, nous sortions de la crise donc, des produits pétroliers quand la Covid est arrivée. Et donc, ça a créé une succession d'événements qui ont amené dans nos pays-là à vivre cette crise. Donc, comme effectivement vous le disiez, vous deux d'ailleurs, le taux d'inflation a augmenté dans toute la sous-région. Mais vous savez, le Togo doit s'interroger plutôt doublement. Premièrement, le Togo s'interrogera comme tous les autres pays s'interrogent pourquoi l'inflation est là. Mais là, le Togo doit encore s'interroger parce que quand je parlais tout de suite là du taux de 6,2% en juin, du taux d'inflation glissement mensuel de 6,2% en juin, c'était le taux le plus élevé dans la sous-région. Oui. Le deuxième pays qui vient après nous, c'est le Bénin. Le troisième pays, le Mali. Le Bénin venait avec 4,2%, le Mali 3,8%, je crois si je ne me trompe pas. Alors, nous ne sommes pas un pays en guerre. Nous ne sommes pas un pays attaqué par les terroristes. Nous ne sommes pas un pays ici ou un pays ça. Mais notre taux d'inflation. Comparé au Mali, par exemple, qui connaît quand même. Oui, il y a eu au Mali où il y a eu coup d'État et ensuite attaque terroriste. Au Burkina Faso où le régime a été réélu récemment et il y a encore les terroristes qui sont là. Nous ne sommes pas un pays de ce genre. Nous sommes un pays relativement paisible. Malgré ça, le taux d'inflation chez nous est le plus élevé. Donc, il y a quand même de quoi s'interroger. Il faut vraiment s'interroger. Pourquoi vous dites le Togo doit s'interroger? Doublement. S'interroger d'abord comme tout le monde, mais ensuite s'interroger encore pour dire mais pourquoi est-ce que... Oui, pourquoi est-ce que nous n'avons aucune crise chez nous, puisque le gouvernement continue tous les jours de dire qu'il n'y a aucune crise, puisque nous n'avons aucune crise chez nous. Qu'est-ce qui explique que notre taux d'inflation est le plus élevé de la sous-région? Et les chiffres sont de la BCAO. C'est la BCAO. Ok, oui, si vous voulez bien. Et donc, ce qui se passe, c'est ça la réalité. Et nous, à notre niveau, à la nouvelle vision, nous l'avions même déjà dit ici, quand nous avions fini notre réunion, on avait trouvé une piste qu'on peut proposer au gouvernement dans les jours à venir, mais je peux vous donner un avant-goût pour dire qu'il est important que l'État togolais laisse tomber l'État-providence, c'est important. Distribuer de l'argent, les 5 000 de Novici, c'est bien. Ça avait aidé des gens. Même s'ils en donnent encore, ça va encore aider, c'est bien. Mais ça ne va pas résoudre le problème. C'est l'État-providence. Il faut arrêter, comment devrait le dire, cet État-là c'est un État qui fait des fois une gouvernance de situation. Il y a une situation, on répond. Il y a une situation, on répond. Voilà, il faut commencer. On ne vise pas. Voilà, il faut commencer à mettre en place. Voilà, il faut commencer à mettre en place un grand plan, un plan qui permet de régler le problème aujourd'hui, demain et après-demain en même temps. C'est-à-dire qu'on mette en place un État entrepreneur. Le Togo doit commencer à mettre en place un État entrepreneur. Avec un État entrepreneur, tous les citoyens gagneront. Tout le monde gagnera, l'État gagnera, le gouvernement gagnera. Tout le monde gagnera, chacun gagnera au moins ce qu'il a produit. Et là, ce sera encore plus équitable et on souffrirait moins. Il n'y aura pas ce taux d'inflation élevé tous les jours parce que si vous arrivez à produire, moi j'arrive à acheter, vous ne serez pas là à faire augmenter le prix tout le temps. La monnaie aussi ne va pas chuter tout le temps parce qu'effectivement, comme il a dit, lorsqu'on parle d'inflation, et comme je l'avais dit, c'est d'abord une chute du pouvoir d'achat de la monnaie. Il faut savoir maintenant que la chute de la monnaie n'engage pas des économies particulières, ça engage d'abord l'économie nationale. Vous voyez, donc l'inflation, ça engage l'économie nationale et non pas les économies particulières. Donc il faut qu'on réfléchisse dans ce sens-là. Nous, comme je l'ai dit d'ici le 10 janvier,
nous en oui, on va se faire oui, nous on fait toujours des propositions. C'est important toujours d'en faire. C'est notre rôle en tant que parti politique de faire des propositions. Nous en ferons encore et quitte au gouvernement de s'en servir ou pas. Et s'ils ne comprennent pas, ils nous appelleront, on discutera, on va leur expliquer ce que nous disons, ce que nous appelons pas état entrepreneur. Il est important de mettre en place cet état entrepreneur pour sauver la situation. Les États-Unis, c'est un état entrepreneur. Vous allez voir, depuis la Covid, ils injectent beaucoup d'argent. C'est vrai que c'est un peu différent leur système monétaire. Les États-Unis ils s'auto-contrôlent en fait. Ce qui fait que leur monnaie, ce n'est pas un autre pays qui viendra quelque part contre eux. Donc ils peuvent rapidement recourir à la planche à billets, c'est vrai. C'est d'ailleurs pourquoi aujourd'hui beaucoup d'États ne veulent plus les dettes en dollars. Ils préféraient que, si par exemple les États-Unis veulent acheter en France, la France préférerait qu'ils achètent en euros. Et là, ils n'iront pas couper eux-mêmes les dollars pour venir payer. C'est vrai, mais les États entrepreneurs, c'est important. Non, en fait, ici, moi, j'ai en idée, peut-être, comme je ne suis pas économiste, mais je me dis... Oui, non, on n'est pas économiste. Je ne veux pas rentrer dans le tréfonds du débat. Mais simplement, il faut remarquer que depuis pratiquement une décennie, le gouvernement, l'État est en train de faire des efforts dans le cadre même d'amener le Togolais vers l'entrepreneuriat. Et vous savez, quand il y a des programmes qui ont été mis en place ici au Togo, et qui a été pensé par le gouvernement, parce qu'à un moment donné, on a cité par exemple le taux d'inflation en juin qui était à 0,6 et quelques %, qui était le record au niveau de la sous-région. Vous savez ce que c'est? Parce que c'est ça qui a amené l'État même à penser à la création de certaines, certaines structures pour amener la jeunesse vers l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, c'est que nous pensons, nous ne consommons pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la productivité. Il y a la productivité qui a baissé au niveau du Togo. Maintenant, il faut créer des situations, il faut créer des mécanismes justement pour amener le consommateur togolais à produire et en même temps à consommer. Parce que si vous dépendez de l'extérieur en termes de productivité, vous allez voir que votre taux votre taux de croissance va encore diminuer. Parce que quand vous ne produisez pas, que vous dépendez de la consommation étrangère, ça doit être un peu difficile. L'État a mis dans ce sens un programme qui, d'abord même le programme du chef de l'État pour les 5 ans à venir, puisqu'il parle du programme gouvernemental, c'est-à-dire que c'est un programme gouvernemental où il parlait de choses, comment l'appelle-t-on? Il y a 3 axes principaux qui ont été émis dans ce programme quinquennal du chef de l'État. Bien sûr, au-delà du PND qui prend fin. Oui, bon, le PND même, il y a un aspect même du PND qui est actuellement en train d'être expérimenté. Je crois que c'est l'un des aspects phares du PND. Je veux parler, je le dis souvent, je dis que la plateforme industrielle d'Andicopé en est pour quelque chose. Aujourd'hui, si cette plateforme pouvait prendre vie d'une manière de façon à ce que dans son effectivité, dans sa mise en application, que tout le monde se retrouve dans cela. Je crois que nous allons avoir nos produits. Vous pensez que tout le monde peut se retrouver dans cela? Quand on dit tout le monde se retrouver, c'est quoi? C'est-à-dire que... C'est vrai que c'est pas tous les... Non, c'est pas tous les Togolais, puisque même là-bas, on a parlé de quoi? On a dit 35 000 emplois qui sont... Mais ça peut faire quelque chose. Ça peut quand même diminuer. Ce n'est même pas ça qui est important, ce n'est pas l'emploi qui est important. C'est le fait qu'on puisse produire et transformer nos produits qui est un aspect qui est important dans notre pays. Parce que tout ce que nous produisons, regardez même quand vous prenez la plupart des programmes qui ont été mis en SAT, on dit il y a des excédents céréaliers, après à un moment donné c'est eux qu'on exporte pour vendre. Actuellement le prix du maïs est autour de 1000 francs. Alors, où sont ces programmes qu'on a mis en place et qui ne sont pas profitables aux bénéficiaires, c'est-à-dire à la population, et qu'actuellement tout augmente? C'est pourquoi je dis, l'État est conscient de cette situation et ça le préoccupe même plus que nous qui sommes en train de parler. Ce qui explique la sortie du ministre. Justement, donc ça veut dire que quand ils sont sortis, ce n'est pas une sortie anodine. Ils sont en train de penser à des stratégies pour pallier à ces éventualités parce qu'à un moment donné, vous savez, s'il y a une crise sociale, je pense que la politique même, ça emporte vite les politiques. Vous m'excusez, parce que la crise sociale n'est pas une crise politique. Quand vous avez une crise sociale, et Michel, tu as faim, j'ai faim, Vijirakou, tu as faim. Je ne dis pas que je suis du parti Nouvelle Vision, je ne dis pas que je suis de UNI, tu ne m'as pas dit que je ne suis pas de UNI. Non, universelle. Ça doit emballer tout le monde. C'est pourquoi l'État
pour quand même réussir le pari, doit penser beaucoup plus sur la question sociale plutôt que de parler des questions politiques. Parce qu'aujourd'hui... Personne ne le dénonce plus que nous. Oui, c'est qu'aujourd'hui, l'État doit prendre ses responsabilités pour que cette question d'inflation, puisque quand on parle de l'inflation, ce n'est pas des questions politiques, c'est une question économique. L'économie n'engage pas des partis politiques, mais l'économie, c'est sur le plan national. Non, l'économie est hautement politique. Non. Quand vous allez dans les écoles de Sciences Po, choisissez n'importe quelle école de Sciences Po, vous verrez que les sciences économiques... ça c'est les sciences... Oui, je ne refuse pas. Parce que la question économique est une question hautement politique. Oui, c'est les politiques qui pensent à l'économie. Oui, c'est normal. C'est normal. À l'économie. Et dans les pays démocratiques où ça marche bien, il faut avoir l'argent ou le jet, comme les gens le disent, pour en rentrer en pour la rentabilité. On sent l'inflation là sur, si on peut le dire, les fêtes de fin d'année dans votre pays. Oh, il y a quelques années, effectivement, les fêtes, c'était vraiment ça, fêtait bien. Comme, je crois, c'est Gbadamassi, oui, c'est Gbadamassi il y a une récente blague là. Il disait qu'autant de Papa Noël, c'était bien, mais autant de petit Papa Noël, c'est un peu plus compliqué. Oui. Cette année, moi-même, quand j'ai déambulé un peu la ville de l'eau, j'ai vu qu'il n'y avait même plus de décoration. Les gens peinaient pour jouer les chansons de Petit Papa Noël. Les gens peinaient dans les bars, dans les coins, dans les petites buvettes, dans les points où on vend les CD et tout. Les gens ne jouent pas parce que tout le monde on a l'impression qu'ils ont peur même de Noël. La ville était triste le jour de Noël. La ville était maussade le jour de Noël. Ça veut dire que les gens n'ont pas fêté. Mais dans la soirée, on a vu les jeunes dans les bars. Non, mais les jeunes n'ont pas le choix. Tout le temps, eux, ils sont obligés de le faire. Les gens vont même prendre 100 francs pour boire le sorabi, ce qu'on appelle rideau blanchet dans mon quartier. Ils s'en vont là-bas boire rideau blanc et puis ça suffit déjà pour créer la joie. Avec 100 francs, vous pouvez du sorabi, frelater encore. Et vous courez avec votre sorabi, il y a 2 accidents après, et puis c'est tout. Et puis c'est comme ça qu'ils font une fête, c'est comme ça. Parce qu'il n'y a rien, la fête n'a pas eu lieu. Disons la vérité, la fête de Noël n'a pas eu lieu. Et j'ai peur même que Nouvel An aussi n'ait pas lieu. Parce qu'on n'a rien. Et là, sur le coup, le gouvernement ne peut rien faire. Là, sur le coup, le gouvernement ne peut rien faire. Ça va être difficile. On a encore quelques jours. Non, à peine quelques heures. Et une nouvelle an sera. Donc, le gouvernement, sur le coup, ne peut rien faire. C'est pourquoi il faut commencer à réfléchir à la longue. Réfléchissons. C'est que le peuple togolais a souffert pendant des années déjà. Et si on lui garantit un bon plan qui peut donner ses fruits au moins dans 3 ans, si on lui garantit ça, le peuple togolais est encore prêt pour souffrir 3 ans. Oui, il est encore prêt pour souffrir 3 ans et après avoir les résultats qu'il faut. Mais si on ne présente aucun problème, vous voyez, avec le PND, on nous avait dit beaucoup de choses. Le ministre Trimois est passé sur tous les médias, il a dit beaucoup de choses. Le ministre Bahara, idem. La ministre, malheureusement, actuellement en prison, Ricky Amadougou, sur les médias. La ministre Johnson, elle en a parlé. Beaucoup de personnes ont parlé du PND. Le PND a été lancé, si j'ai bon moment, en 2020. 2018. Non, oui, mais lancé, effectivement, en 2020. En 2020. Alors, 2018, déjà, ça avait commencé. Voilà, nous sommes à la veille de 2022 et les fruits, on les cherche partout. On cherche les fruits du PND partout. Vous voyez un peu, après ça veut dire qu'il y a quand même eu quelque chose qui ne s'est pas bien passé. C'est que le programme n'a pas été aussi efficace que le chef de l'État lui-même le pensait. J'estime, je suis sûr qu'il avait et qu'il a toujours les bonnes intentions par rapport à ça. Malheureusement, il est sûr que ça a échoué. Ce n'est pas aussi efficace que ça et qu'il faut réfléchir maintenant à autre chose. Il faut que le gouvernement se mette encore plus au travail. Ils doivent avoir plus de cheveux blancs que ça. Ils en ont encore un peu trop de cheveux noirs. Ils sont obligés d'avoir plus de cheveux blancs que ça. Oui, ils doivent cogiter tous les jours, réfléchir tous les jours pour nous donner des solutions parce qu'on en a besoin. Moi, j'ai faim. Il a dit j'ai faim. Et comme je le disais, pour répondre rapidement avant qu'on ne me retire le micro, aucun parti politique dans ce pays, aucun, je mets au défi quiconque à l'épreuve du contraire, aucun parti politique dans ce pays n'a plus parlé de crise sociale que nous. Alors que nous disons que ça fait à peine 6 mois. Aucun parti politique n'a plus parlé de crise sociale que nous. Nous en avons parlé, nous avons agi partout par rapport à la crise sociale. Parce que vous savez, un citoyen qui a faim ne peut pas faire la politique. Il ne peut même pas en parler parce qu'il a faim. Tout ce qu'il fera sera politique, mais il ne le saura même pas. Il vous dira tous les jours que mais il fait la politique tous les jours parce qu'il a faim. Alors, ça, en fait. Vous aussi, vous pensez qu'il y a eu des effets de l'inflation là sur les fêtes de fin d'année? Non, au fait, je ne le prends pas ça dans cet aspect-là. Parce que, vous savez, les fêtes de fin d'année, j'allais dire, cette année même a connu plus d'engouement que l'année dernière.
cause de Covid-19. Justement, parce qu'il y a des restrictions même qui ont été données par le gouvernement, parce que depuis l'avènement de cette pandémie, vous savez, les fêtes même, on ne les sent pas dans leur... Non, mais l'année passée, les gens fêtaient au moins dans leur maison. Non, ils n'ont pas fêté dehors, mais ils ont fêté dans leur maison. Attends, je viens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a de la pauvreté qui est là, qui est ambiante. Mais je vous assure que même si vous avez de l'argent, vous n'avez pas la liberté de faire la fête comme cela se devait. Ça, c'est l'année passée. Non, c'est pas cette année également. Cette année, il y a eu plus de liberté. Hein. Non. Il y a eu plus de liberté. Oui, on a dit les églises, c'est 19h. De 19h à 21h. Et puis c'est seulement l'église, les églises. Attends. Mais dans la rue, il y avait les bars qui étaient ouverts. Moi, j'ai vu plein de bars ouverts. Je viens. Est-ce que vous êtes sûr que le gouvernement a laissé tomber les mesures? Non, le gouvernement n'a pas laissé. Mais les bars étaient ouverts. Non, je ne refuse pas. C'est-à-dire que. Mais les gens n'y étaient pas, c'est tout. Non, attends. La pandémie, la crise n'est pas finie. Et du moment où le gouvernement dit, on met l'accent à la vaccination, peut-être à l'église, aller de 19 à 21, les autres mesures qui étaient déjà programmées ne sont pas mises de côté. Je vous dis ce qui se serait passé normalement, vu que les églises, les cultes terminent à 21h, les gens pouvaient profiter de 21h à minuit s'ils avaient l'argent pour aller boire. Non. Mais ils ne l'ont pas fait parce qu'ils n'ont pas de sous. Pourquoi est-ce qu'ils ont parlé de 19h à 21h? Parce qu'après 21, les gens allaient dormir. Non, en fait, quitter l'église tôt pour rentrer. Non, ou bien, voilà, ça veut dire qu'à un moment donné, ils ne sont pas dans le cadre de couvre-feu. Avant, on faisait minuit chrétien, mais nous, après minuit, on sortait pour aller boire. Oui, mais je vous dis aujourd'hui que visiblement, cette fête, la fête du 25 que nous avons assisté, moi, je me dis que c'est vrai, les gens n'ont pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. Je ne peux pas dire tout à l'heure qu'il y a l'argent, les gens ont de l'argent. N'est pas les moyens. Il y a l'argent. Mais l'argent même est là en réalité. Oui. C'est que les gens ne l'ont pas. C'est les gens qui ne l'ont pas. Il n'y a pas l'argent. C'est les gens qui ne l'ont pas. Les gens, il y a la souffrance. C'est pas moi qui le dis. C'est vrai, il y a la souffrance. Mais quand même, reconnaissez que ceux qui pouvaient fêter, même, je le dis et je le répète encore, même si tu y avais des moyens, c'est qu'on vit actuellement, tu ne pouvais pas avoir cette liberté d'aller fêter. Puisque même ce n'est pas seulement au Togo. Même regardez, récemment... Moi, si j'avais les moyens, j'aurais rassemblé mes amis du quartier, on aurait... Mais c'est dans un cadre donné, c'est récent. Oui, même dans un bar, oui, justement, dans un cadre donné, avec des mesures que le gouvernement a édictées. Même ce n'est pas seulement... Je me dis, Michel, pour terminer, je me dis que cette crise-là, ce n'est pas au Togo seul. Quand je parle de 25 là, c'est-à-dire qu'en France, par exemple, j'ai suivi un reportage, une émission où on disait que même les gens se sont soulevés par rapport à la restriction qui ont été données. Les gens n'ont pas ressenti, justement, des lieux de spectacle. Cela voudrait dire quoi? Les gens sont conscients de la situation pandémique. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai, nous ne mettons pas ça à l'actif de cette pauvreté-là. Nous n'avons pas les moyens. Même, je me dis, s'il y avait les moyens, tout à l'heure, comme on le faisait avant la pandémie, cela ne pouvait pas se le faire. Merci beaucoup à vous. Oui, en période de fête, ce que nous faisions, même, je l'avais déjà dit, même après le minuit chrétien, on allait boire. Et même en période de fête, normalement, si nous finissons au plateau ici, nous, on sort, après, on va prendre un pot entre amis. Ouais. C'est ce qu'on fait en période de fête au Togo, c'est ce que nous connaissions. Mais maintenant, depuis un certain temps, les fêtes sont devenues moroses. Oh oui, je suis d'accord. Beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui expliquent cela. Il y a aussi Covid. Mais Covid, c'est récent. Covid, c'est avant-hier, ça. Non, les gens fêtaient. Avant Covid, les gens fêtaient. Le même ministre, Sani Yaya, selon les chiffres que j'ai eu, je vais même vérifier les plus récents. Les derniers chiffres, en tout cas, le Togolais à Lomé vit avec moins de 700 francs par jour, la plus grande partie des Togolais. Donc, avec ça, c'est difficile de fêter. C'est vrai, quoi. C'est quoi on appelle la fête? La fête, c'est d'aller boire. Tous les jours, les Togolais boivent. Le Togolais aime bien se donner. Oui, le Togolais aime bien se donner la joie. Même s'il n'y a pas la joie, le Togolais sait se donner la joie. Justement. Mais ils n'ont même pas eu le prix cette fois-ci. C'est le souhait. Nous souhaitons que... porteuses de bonnes choses. C'est l'occasion de dire les meilleurs vœux d'ailleurs à toute la population togolaise de la part de la Nouvelle Vision. Mon président m'a dit de leur transmettre ces salutations. Le président Koduviton, pour ceux qui ne le connaissent pas, un jeune et très beau président que vous aurez bientôt si tout va bien. Oui, je l'espère, oui, donc il m'a dit de transmettre ces salutations à la population, ses vœux pour la nouvelle année 2022, espérant que tout ce qui a été morose, mauvais cette année, que ce soit sur le plan humain, sur le plan financier, économique, sur le plan personnel, individuel ou national, que nous puissions voir une amélioration l'année 2022. En tout cas, la Nouvelle Vision promet de travailler
comme toujours, pour cette amélioration. Merci beaucoup à vous. Merci également à Nouvelle Vision, parce qu'à chaque fois qu'on a envie de discuter un peu avec elle, elle est toujours là. Merci beaucoup. Oui, merci Michel. Merci Nouvelle Vision, le deuxième président Vijrakou, également à tous les téléspectateurs de Nivo TV qui nous suivent. Je crois que c'est mon dernier passage avant la fin de cette année. Et je formule mes vœux de santé, de prospérité à toutes et à chacun qui nous suivent, qui font l'honneur de nous suivre. Et en même temps, on se retrouve l'année 2022 pour plus de débats constructifs. Merci beaucoup à vous, Komi Mayaba. Vous êtes journaliste et directeur de publication de Le Symposium. Merci au deuxième vice-président de Nouvelle Vision, Fiagan Sylvain Vijrakou. Merci également à vous. On se retrouve prochainement, toujours avec le même plaisir. À très vite.